Burn Me, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Marion. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Burn Me, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Burn Me Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Burn Me est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Burn Me Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marion. Bonjour Marion, comment tu vas ? Bonjour, ça va, merci beaucoup Linda. Merci de m'accueillir chez toi Marion, c'est très gentil de m'avoir ouvert les portes de ton appartement dans le 13e. Marion, tu es illustratrice, storyboardeuse, webcomic artiste. On ne se connaissait pas jusqu'à ce que je reçoive Shigeki et Tuan de Origin TV pour l'épisode 11. Et tu as participé à leur série spéciale Adoptée. J'avais visionné ton témoignage au sujet de ton adoption. Donc tu es née au Vietnam en 1995 et tu as été adoptée par une famille française. Tu partages du coup dans cet épisode d'Origine TV ton sentiment de rupture avec ta culture d'origine en tant que personne adoptée dans une famille française. Et tu évoques aussi cette notion de positivité toxique qui m'a beaucoup marquée. Tu as commencé en novembre 2020 à publier des BD qui parlent de toi. On appelle ça des BD autobiographiques, je crois. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Et donc tu parles de toi, de ta vie, de ton adoption, de tes interrogations, des tranches de vie sur lesquelles tu te livres à cœur ouvert. Sur ton premier post à ce sujet, tu dessines ce moment où ta mère t'a annoncé que tu étais adoptée. Je sais que le fait d'avoir été adoptée a toujours été évident pour moi. Je ne me suis jamais posé de questions. Mes parents sont mes parents et les autres étaient morts. Ma vie et le fait que je ne leur ressemble pas étaient ma réalité que j'avais intégrée comme normale. Pour moi, être comme j'étais revenait à dire que j'avais juste une couleur de cheveux et d'yeux différents, comme les autres enfants, parce que nous ne sommes pas des clones de nos parents. Je n'avais pas encore intégré cette idée d'ethnie et de race, et que j'étais asiatique. Pour moi, c'était ma famille. Et j'étais en plus élevée comme une occidentale. Mais les problèmes sont venus de l'extérieur, parce que l'enfer, c'est les autres. Marion, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à la BD pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Oui, eh bien, je m'appelle donc Marion. Je suis née à An Giang, au Vietnam, et j'ai été adoptée à l'âge de 5 mois. Mon vrai prénom est Knoka Duong Thi. C'est le nom qu'on m'a donné, mais qui n'est pas mon vrai nom. C'est le nom qu'on donnait à tous les orphelins de mon orphelinat, donc à l'époque, et qui est inscrit sur mon passeport. Mes parents étaient expatriés, et du coup, en fait, j'ai vécu dans plusieurs pays, donc comme la Hongrie. Donc j'ai vécu à Miskolc. Donc en fait, je ne suis pas du tout arrivée en France juste après, en fait, le Vietnam. On a d'abord habité en Hongrie, puis après on est allé à Shanghai, en Chine, avant en fait de passer donc à Paris et d'aller dans le sud de la France où j'ai passé primaire, collège, lycée, voilà. Avant de monter sur Paris après le lycée pour faire mes études supérieures, pour faire une prépa, pour préparer des concours pour des écoles de cinéma d'animation, où j'ai pu faire donc l'atelier de sœur, l'atelier supérieur d'animation. J'ai eu mon premier travail en tant qu'assistante board dans un studio d'animation, donc Gaumont Animation. Okay. Et après ça, en fait, mon contrat s'est terminé et c'est là qu'a eu lieu le premier confinement. En fait, pendant ce temps-là, préparer un dossier de BD que je voulais faire depuis longtemps pour soumettre à Dupuis, qui lançait sa plateforme de webtoon. Okay. Au déconfinement, en fait, j'ai eu une réponse positive et donc j'ai commencé à
j'ai commencé à travailler sur mon projet de webtoon en octobre. Donc, et ta webtoon, on peut la retrouver où du coup? Elle est en cours de production, donc ce sera sur la plateforme de Dupuis, Webtoon Factory. Voilà, il n'y a pas encore de date officielle de lancement parce qu'ils attendent que j'ai assez de chapitres d'avance voilà, pour lancer la publication. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ça va parler ou c'est encore Pour confidentiel? l'instant, on m'a beaucoup posé la question, mais pour l'instant, je garde un peu. C'est une romance, mais en fait, tant que la date officielle n'est pas encore annoncée, voilà, j'en parle pas trop. Voilà. Ok, pas de souci. Pourquoi tu as eu envie de te lancer dans l'illustration? Du coup, j'ai toujours aimé dessiner. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais je dessine depuis toute petite. Hmm. Je pense que c'est mon père qui m'a, malgré lui, parce qu'au final, il m'a pas trop encouragé pour faire ces études-là, mais c'est lui qui m'a donné envie de dessiner. Mhm. Il dessinait beaucoup de petits animaux pour moi quand j'étais Ah, d'accord. petite, Trop mignon. pour passer le temps, des animaux, des poules, etc. J'adorais les petites poules. D'accord. Et puis, je lisais beaucoup de BD, les Witch notamment, magazines que j'ai achetés au bar tabac, etc. Hmm. Et en Je fait, connais pas les witch. C'est quoi? c'est une BD, je crois que ça vient d'Italie, mais je pense que ça n'a pas... Enfin, il n'y avait pas que l'Italie, mais du coup, c'était une histoire épisodique, donc qui sortait tous les mois dans un D'accord. magazine et que j'adorais lire. Voilà, et qui m'a donné ensuite envie de dessiner, les Ok. Witch. Et en fait, je demandais à mon père de me recopier en fait les personnages parce que moi je dessinais pas assez bien, Ouais. mais du coup lui il les recopiait pour moi, mes personnages préférés comme Cardcaptor Sakura aussi, et je les coloriais. Ah, d'accord. Voilà. Mais des fois en fait mon père on comprenait pas trop, donc il coloriait lui-même, sauf que mon père est daltonien. Ok. Voilà. Et donc en fait il prenait des très très mauvaises couleurs, et c'est là que je me suis dit il faut arrêter ce carnage. On peut pas massacrer Sakura, donc du coup j'ai commencé à faire à moi-même en fait, que j'ai commencé vraiment à dessiner pour mon plaisir. Je racontais des petites histoires, des petites BD, etc. Et en fait j'ai continué. C'était un plaisir, ça me permettait de m'évader, etc. C'était la manière que j'avais trouvée pour passer le temps en fait. J'ai vraiment en fait vraiment continué à me plonger dans cette passion parce que au collège j'étais beaucoup harcelée, et en fait le dessin c'était un peu une protection Ouais, c'est ta dans le bulle. sens en quatrième en fait les gens ont découvert que je dessinais plutôt pas trop mal, Mhm. et ils se sont intéressés à ce que je faisais. Hmm. Et pour la première fois dans ma vie je me suis dit les gens sont gentils avec moi parce que ils aiment ce que je fais en fait. Hmm. Enfin, c'est un peu bête, mais je me disais ils me disent plus ils me disent plus de méchanceté, etc. Hmm. Ils sont là, ils sont admiratifs, et en fait c'était une manière pour moi de me protéger en fait. Hmm. Je leur faisais des dessins, etc. Donc D'accord. c'était un peu ça, et c'était aussi mon plaisir, hein. Donc à l'époque il y avait les blogs Skyrock, et Mhm. j'avais un blog dessin. Hmm. Je me disais, j'avais cette envie en fait de créer et d'exister en fait, Hmm. parce que pour moi en fait j'avais une très très mauvaise image de moi-même, et de voir en fait des gens aimer sur internet, même je pense que c'est venu assez vite, de me dire voilà je suis plus comme on me qualifie en fait, une sale asiatique, une shinto, etc. Je suis cette personne, cet artiste qui dessine, et Ouais. les gens aiment ce que je fais. Et, et c'est ça qui me portait à chaque fois en fait pour continuer en fait. C'est ça, d'avoir des Hmm. retours. Je pense que c'est assez universel. Voilà. Après, il y a eu Tumblr et Instagram maintenant. Hmm. Voilà, donc c'était une manière pour moi d'exister, de créer dans une période où j'avais envie en fait de me dire que j'étais capable de faire quelque chose. Si j'étais là, je pouvais en fait. Ce dessin-là n'aurait jamais pu exister sans moi. Voilà, Hmm. j'avais besoin de ça en fait. Ouais. Et du coup, bah, ça t'a amené à tes études supérieures où tu as continué Voilà, dans donc l'animation. effectivement, au lycée, je savais que je voulais faire du dessin, mes parents n'étaient pas pour, et je me suis un peu battue, j'ai fait art appliqué, Hmm. j'ai pris des cours de dessin, mon père, Qu'est-ce que eux avaient prévu pour toi? il voulait que je fasse S, que je fasse des études d'ingénieur. En fait, j'avais deux options, soit je faisais S et je faisais des études
Sciences Po, etc. Soit je faisais des études de langue et je devenais hôtesse de l'air, comme ma tante. Voilà, c'est ça. En fait, oui, d'accord. tout devait être programmé, en fait. Moi, je croyais en moi. En vrai, j'étais persuadée que je pouvais avoir ma chance en dessin. Et puis, mon père m'a fait prendre des cours. Et c'est vraiment au premier cours où j'ai fait... c'était nature morte, en fait. Mon père l'a vu et il s'est dit, ah, bah, peut-être qu'elle peut y arriver. Ouais. Mais clairement, il m'a dit tout de suite après... d'accord, tu vas prendre ces cours de dessin, je vais te les payer pour que tu réussisses, parce qu'il fallait passer un concours pour entrer en première année en art appliqué. Et il m'a dit, mais malgré tout ce qu'on te dit, tu n'as aucun don, tu n'as aucun talent. Tout ce qui pourra te sauver, c'est de travailler. Ce qui était un peu vrai aussi. Ouais. Donc finalement, j'ai réussi à rentrer directement en première année au lycée en art appliqué. Et voilà, après, je me destinais pas forcément à l'animation. J'ai failli aller... je voulais faire de l'illustration, de la BD, mais tout s'est dressé devant moi pour me dire que j'allais pas en vivre du tout. Et effectivement, c'est des métiers qui sont très précaires. Ouais. Donc au final, j'ai joué la carte de la stabilité, de la sécurité. Donc j'ai choisi des études d'animation. J'ai fait l'atelier de Sèvres à Paris pendant 2 ans. Et je suis allée dans le cinéma d'animation pour au final retourner vers la BD. Juste après. En fait, c'est des milieux qui se croisent beaucoup, que ce soit le milieu du dessin narratif. Il y a une grande facilité pour changer de spécialité, que ce soit aller dans le jeu vidéo, dans le concept, etc., dans la BD, l'illustration. Il y a plein de possibilités dans le dessin. D'accord, ok. C'est un monde que je connais pas du tout, donc je suis curieuse et j'ai les yeux grands ouverts parce que et les oreilles surtout. Mais ok, qu'est-ce qui t'a poussé à parler de toi et à te dessiner et raconter ton histoire? Comme je disais en intro, ton premier post date de novembre 2020, mais il me semble que tu as commencé au premier confinement, c'est ça? Oui, alors je pense que j'ai toujours aimé un peu raconter ma vie en dessin. Quand j'étais au lycée, j'aimais faire des petites BD. Il y avait déjà cette mode sur les blogs notamment de petites BD autobiographiques, de gens qui partageaient des petites anecdotes de vie, de leur quotidien. Moi j'aimais beaucoup et j'en faisais pour moi. Et au premier confinement, en fait, j'ai un peu mal vécu donc, le premier confinement. Et j'avais des voisins terribles qui faisaient énormément de bruit, ça m'a beaucoup stressée. Et j'ai décidé donc de déménager à ce moment-là. Et il y avait, en fait, ça a fait ressortir, je pense, plein de choses. Le fait d'être séparée de ma famille, où j'avais... En fait, ça faisait donc pas mal de temps que j'étais toute seule donc à Paris. Mes parents avaient déménagé à l'étranger, mais j'avais jamais ressenti, en fait... ce manque en fait, ce manque d'eux en fait. Et c'est au premier confinement, je me suis dit, c'est un peu bête, mais en fait, toute cette ambiance un peu, je m'inquiétais pour eux, le fait de les perdre, la mort, etc. Et je m'étais dit, en fait, on se voyait pas du tout en fait, et je les voyais que pour Noël et un peu pendant les vacances d'été. Et je m'étais dit, en fait, pendant toutes ces années, j'ai passé très très peu de temps avec eux. Il y avait plus de souvenirs en fait, etc. Et ça m'a pesé en fait. Et donc il y a cette solitude qui est arrivée. Je me suis dit, s'il meurt en fait, je serai toute seule. Et j'avais en fait cette peur un peu de cette solitude, dans le sens où je me suis dit, je me sens pas à ma place ici. Mes parents m'ont adoptée, ils m'ont fait venir ici, mais que quand eux ils partiront en fait, qu'est-ce qui me restera en fait? Je ne suis pas du tout proche de ma famille, que ce soit maternelle ou paternelle. Et je me suis dit, mais tu seras seule ici. Et en fait, je me suis dit, oh là là, il y a plein de choses qu'il faudrait peut-être travailler dessus. Et donc, je suis retournée voir ma psychologue. C'était pour parler, en fait, de cette solitude, en fait, de cette angoisse. D'abord, c'était par rapport au bruit. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser sur votre adoption ? Et en fait, je n'y avais jamais pensé. Ah ouais, t'as jamais écrit sur ton adoption ? Non, en fait, depuis assez longtemps, j'ai été suivie quand même assez régulièrement par des psychologues. Et en fait, on n'avait jamais en fait, vraiment abordé l'adoption en tant que telle. Ah ouais, mais vraiment. C'est assez étonnant. Et je l'ai regardé, je me suis dit,
Mais en fait, j'étais pas du tout venue pour ça. Hein. Ouais, C'était, ouais, bien sûr. je me suis dit, bah, quand même. Parce que moi, ce qui m'énervait un peu, c'est souvent, en fait, on ramène tout au passé, etc. Et je me suis dit, bah non, j'ai quand même... Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'acquis qui... Enfin, de normal, en fait, pour moi, c'était ma réalité, exactement. Et du coup, je me suis dit, bah quand même, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et je suis sortie de là, et après, je marchais dans la rue, et je me suis dit, mais attends une seconde, c'est vrai que c'est peut-être pas anodin, hein. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que mon adoption avait influencé, en fait, plein de choses, de manière de penser, etc., etc. Et ce qu'on appelle apparemment la sortie du brouillard, c'est quand un adopté, en fait, se rend compte que, en fait, son adoption a eu des conséquences, même longtemps après. Et du coup, la séance suivante, je me suis dit, mais oui, effectivement, en fait, il y a des choses que je pensais normales, qui ne l'étaient pas, et dont j'aurais envie de parler. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé à faire cette introspection. Mais elle m'a dit, voilà, vous aimez dessiner, vous aimez écrire, parce que je lui disais que j'aimais beaucoup écrire dans des carnets, etc. Elle m'a dit, pourquoi vous n'essayeriez pas de faire des petites BD de ce que vous ressentez et que vous m'envoyez. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais oui, il y a plein de choses que j'essaye d'expliquer à mon entourage qui ne comprennent pas forcément. Et peut-être que ce serait plus facile pour moi de le dessiner et de leur en faire part. Et donc j'ai commencé à faire les premières BD cet été-là pour vraiment réfléchir sur mon adoption. Et j'ai commencé à les poster en story, en fait, en amis proches, juste pour une douzaine de personnes. Et c'est eux qui m'ont vraiment encouragée. J'ai vraiment eu de très très bons retours. En fait, parce que eux ne se doutaient même pas que je pouvais en fait ressentir telle ou telle chose et que ça ça les touchait, etc. Et je me suis dit, oh bah c'est cool. Et c'est eux qui m'ont encouragée à les poster publiquement en me disant que ça pourrait aider d'autres personnes. Voilà. Ouais, c'est un exercice qui était thérapeutique. Voilà, en fait, moi je pense que je fais clairement ma thérapie par ces BD. Ça m'aide à... Donc voilà, premièrement c'était pour mon entourage et peut-être aussi plus tard dans le futur pour mes parents. Peut-être que ce sera plus facile pour eux qui ont du mal à m'écouter de les lire. Et moi-même en fait, Tes faire parents le n'ont tri... pas encore lu Non. parce qu'ils n'ont pas Instagram Oui, nécessairement, oui, et puis tu leur as pas envoyé. Non, mes parents sont sur leur petite colline en Crète. C'est des gens qui sont pas du tout technologie et pas du tout smartphone. Donc bon, je suis un peu... Ça m'arrange pour l'instant, mais par exemple tout ça, les interviews, tout ça, ça vaut rien. Enfin, ils sont pas sur les réseaux sociaux en plus, donc... Mais peut-être qu'un jour. Mais pas pour l'instant en tout cas. Merci de ce partage, Marion. Mais ouais, je pense que tu sais, enfin moi aussi je ressens ça quand tu grandis dans ton environnement, dans ta bulle, tu te rends pas compte de certaines choses, et que pour toi ça a toujours été comme ça. L'adoption c'était une évidence, et tu le dis d'ailleurs, que quand ta mère t'a dit que tu étais adoptée, bah, tu trouvais ça normal, et que c'est en fait quand tu as commencé à aller à l'école qu'on te renvoyait un peu à tes origines, et à... Je pense que personnellement, du coup, pour mon cas, il y a eu beaucoup de harcèlement aussi. Et là aussi, en fait, le harcèlement, je pensais que c'était normal. Et j'étais très étonnée, en fait, c'était des choses dont je parlais pas du tout, parce que je me disais, oh, tout le monde vit un peu les mêmes choses, et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est vraiment en parlant avec des gens que je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu, en fait, c'était assez dur, et en fait, que d'autres n'avaient pas vécu, en fait, même le racisme, en fait. Et... ce qui est normal, mais au final, moi, ça m'a étonnée. Je me suis dit, ah, mais ce que j'ai vécu, en fait, j'aurais pas dû le vivre, en fait. Voilà. Grâce à toi, je serai vigilante par rapport à ce que les autres élèves leur envoient aux enfants qui sont adoptés. Vraiment belle cette série de BD autobiographiques. J'en ai les larmes aux yeux. C'est des retours que tu as reçus après tes posts sur Instagram. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces retours et de ces rencontres que tu as faites grâce à ça? En fait, du coup, j'ai commencé à poster. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de soutien. Et maintenant, chaque fois que je poste, dès que j'en ai, je suis hyper touchée par tout ce qu'on peut m'écrire, même en message privé.
je lis tout. Je réponds très lentement, mais je lis tout. Et en fait, ce qui me touche le plus, je pense, c'est de me dire que je suis pas la seule. Et d'autres m'ont écrit qu'ils se reconnaissaient. Et je me suis dit, ouf, au final, je n'imagine rien. Et m'ont remercié d'avoir pu mettre les mots sur ce qu'ils n'arrivaient pas à dire, de leur montrer qu'en fait, ils subissaient ça aussi, du racisme ordinaire, sans s'en rendre compte. Des gens qui, au final, ne le vivent pas, mais sont très empathiques et apportent vraiment du soutien. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, aussi, ça m'a permis de faire de belles rencontres. Des gens qui sont venus, en fait, qui m'ont tendu la main. Moi, enfin, j'ai un peu du mal à aller vers les gens, donc ça m'arrangeait un peu pour faire des projets. Donc, par exemple, toi, ou du coup, Origine TV avec Tuan et Shigeki. Mon amie Isabelle Nakamura qui propose en fait des projets qui sont intéressés par ce que je fais, et ça m'a permis de faire plein de belles rencontres qui sont en dehors en fait de ma zone de mon cercle d'amis, donc qui gravitent autour du cinéma d'animation. Et je me sentais un peu en dehors de tout, même aussi, bon, il y a aussi les comptes d'adoption, être adopté, paye ton adoption, etc. Et c'est vraiment de me dire que j'ai peut-être trouvé ma place, et ça fait plaisir. Mais voilà. Alors Banmi, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes qui sont liées à l'Asie. Donc toi Marion, tu es rattachée à l'Asie par tes origines vietnamiennes. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens plus proche du pays de tes origines depuis que tu es à Paris, enfin voilà, sur ton cheminement, etc. Et est-ce que tu en sais un peu plus sur le Vietnam? Alors, donc en fait, pendant longtemps, avant que je commence BD, j'ai vraiment rejeté en fait toute cette partie asiatique de moi, dans le sens, voilà, je l'avais dit, à être plus blanche que blanche. Pour moi, en fait, j'étais vraiment tirée un peu des deux côtés, où je me disais, si je vais là, en fait, on va... est-ce que je fais bien, en fait? Est-ce que j'ai le droit, en fait? Est-ce que ça va m'apporter des problèmes? Enfin, je sais pas, j'avais des angoisses. Même, en fait, là, du coup, j'essaye un peu plus de m'intéresser un peu plus à ma culture asiatique, etc. Donc à tous ces comptes que j'ai pu découvrir, les podcasts, etc., sur Asiatitude, sur Eurasie, etc., ça m'encourage vraiment à aller découvrir le Vietnam. Et j'en avais peur, en fait. À un moment, j'explique que j'avais peur, en fait, de voir d'autres personnes vietnamiennes, en fait, même. J'avais peur, en fait, de me voir. Et là, en fait, justement, récemment, j'ai été contactée par l'association La Voix des Adoptés, qui est donc une association donc avec plusieurs cellules sur les pays, donc la cellule Vietnam, qui aide notamment ceux qui ont envie, les adoptés qui en ont envie d'entamer des recherches pour retrouver leur famille d'origine. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas moi aussi entamer cette recherche vraiment de retrouver mes parents, en fait. J'y avais un peu pensé, mais pour moi, c'était un peu abstrait, presque. Je me disais, c'est un peu chercher une épine... non, Une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement possible. Et donc, voilà, essayer de m'intéresser un peu plus, voilà, du coup, à la nourriture, à la culture, etc., pour retrouver un peu... pour être un peu plus fière. Et Marion, est-ce que du coup tu as des influences, toi, qui viennent d'Asie par ton quotidien, ton métier, enfin ce que tu consommes? Bah, du coup, j'ai toujours été très attirée dès l'enfance par tout ce qui est manga, Ouais. l'animation japonaise, etc. Voilà, notamment à cause donc de la BD, j'adorais les histoires des mangas me touchaient plus en fait que les BD belges. Et, par exemple, à la bibliothèque, je lisais aussi Astérix, Obélix, etc. Mais j'étais plus attirée par les mangas, notamment moi j'adorais les mangas de Magical Girl. C'était moi ça me faisait rêver, comme les witch, les super pouvoirs, le pouvoir des éléments.
Mon premier manga, c'était donc Tokyo Mew Mew, donc typique magical girl japonaise avec un groupe de 5, les caractéristiques un peu animales. Il y a eu Mermaid Melody. Je faisais des petites BD pareil dans la cour de récré où je m'imaginais le pouvoir de l'air, etc. Avec des costumes un peu de magical girl, voilà. Et après, dans le cinéma d'animation, dans les animés, j'aimais bien en fait vraiment les histoires, le côté épisodique. À l'époque, je regardais sur France 5, sur Midi les Zouzous, Princesse Sarah, euh, Olive et Tom. Moi, j'adorais Nadja Applefield de Yu-Gi-Oh! Aussi sur M6. J'ai découvert ensuite des films d'animation, Hayao Miyazaki. Je pense que dans ces films-là, il y a ce côté de retranscrire les scènes de vie quotidiennes, notamment les scènes de nourriture, enfin les scènes de cuisine, de préparation de repas, que j'adore, notamment dans les Ghibli, dans Ponyo, l'animation où la mère met une cuillère de miel dans le lait, je trouve ça trop beau. Et même dans les films de Makoto Shinkai, donc Your Name, etc. Cette manière de retranscrire les scènes de vie, donc moi que j'ai pu voir aussi dans le dernier film de Mamoru Hosoda, Mirai, ma petite sœur, c'est littéralement une vie de famille et les actions, l'animation, et je trouve ça trop beau. Il se passe pas grand chose, mais je trouve ça super. Voilà. Je l'ai dit en introduction du podcast, je t'ai découverte du coup sur un épisode d'Origine TV créé par Shigeki et Tuan, et ton témoignage m'a beaucoup marqué parce qu'au-delà de parler d'adoption, tu parles aussi de positivité toxique. Est-ce que tu peux me partager comment s'exprimer cette positivité toxique, Marion ? Eh bien, en fait, du coup, après cette réflexion qui a été entamée avec ma psychologue sur le fait d'être adoptée, j'ai eu d'autres retours d'une autre personne dans mon entourage qui m'avait dit à un moment il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'être adoptée, parce qu'elle avait pu garder un lien avec sa famille au Vietnam. Et elle me disait, en fait, eux-mêmes nous envient d'avoir cette vie que eux n'ont pas pu avoir. En fait, tu te rends pas compte de la vie qu'on a, nous, à Paris, les études qu'on peut faire, le métier qu'on peut faire aussi maintenant actuellement. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être que si je pensais de cette manière, en fait, positive, peut-être que que je serais plus heureuse, en fait, parce que j'en parlais avec ma psychologue, de me dire, peut-être que pendant toutes ces années, j'ai plus été dans le côté négatif, de me dire, j'ai été abandonnée, mes parents n'ont pas voulu de moi, etc. Et je m'étais dit, mais si tu changeais juste cette manière de penser, de te dire, tes parents, ils t'ont tout donné, c'est ce statut un peu social aussi de pouvoir faire ses études, donc sois reconnaissante. Et ça, je l'avais déjà dès petite, en fait, je me disais, donc cette peur que mes parents, en fait, ne veulent plus de moi, de me dire, est-ce que mes parents vont toujours m'aimer que ce soit pour mes études. Moi, je me souviens, je me suis effondrée quand j'ai pas eu certains concours où je me disais, en fait, je suis qu'une bonne à rien, mais mon père me disait toujours, tu dois être la meilleure, est-ce que tu ne dois pas être médiocre, etc. Et donc, moi, j'avais peur que si justement j'étais médiocre selon ses mots, en fait, je ne serais pas assez bien pour lui, etc. Et même si, au fond, vraiment, en fait, il m'aurait jamais abandonné, évidemment. Mais petit, j'avais cette... T'avais des projections, enfin, j'avais cette peur de me dire... les gens me disaient, mais non, ils t'ont adopté, ils t'ont aimé, enfin, ils t'aiment, etc. Je fais, ils avaient pas trop le choix, hein. Il y avait que moi, en fait, littéralement. Ma mère m'a dit, on l'a appelé en disant, voilà, il y a un bébé de disponible, est-ce que vous le voulez, etc. Elle a fait, oui, bien sûr. Mais ça aurait pu être n'importe qui, au final. Moi, qui suis-je ? Voilà. Mais au final, elle m'aime beaucoup. Et ça, je l'en remercie. Malgré le fait qu'elle se rend pas compte de certaines choses, elle m'aime énormément. Je suis son plus grand bonheur, comme elle dit. Je m'étais dit, est-ce que si je prenais ce côté positif, est-ce que ma vie, ma manière de penser changerait ? Est-ce que c'est pas ça la clé du bonheur, en fait, de me dire, de sortir un peu de ce côté de voir tout un peu en noir, que personne ne voudra jamais de moi, parce que déjà à la naissance, on n'a même pas voulu de toi, etc.
Et c'est un peu pesant aussi de se dire ça un peu, sois reconnaissante. Et tu n'as rien à dire, voilà. Pourquoi ça m'a marqué cette partie-là du coup de l'épisode parce que oui, tu dis ils vont se rendre compte que je suis pas une bonne enfant, on va la ramener. Si tu prenais le côté positif, tu vivrais mieux ton adoption. Regarde la vie que tu pourrais avoir si tu étais restée au Vietnam. Et c'est des choses aussi que moi on m'a dites, n'étant pas adoptée, mais on m'a dit voilà, t'imagines Linda, regarde, t'es en France. T'aurais pu être au Vietnam et ta vie elle aurait été complètement différente. Donc oui, c'est de la positivité et qui est bien soulignée par de la toxicité aussi parce qu'en fait t'as pas le droit juste d'être en colère ou d'être triste ou de machin juste parce qu'en fait t'es en France et pas au Vietnam. Enfin tu vois, et donc du coup si tu réfléchis comme ça tu te mets des barrières et tu ne peux pas t'exprimer juste tu vois, avec tout ce qui compose en fait l'humain et l'humanité, c'est-à-dire avoir des émotions qui peuvent être tout à fait différentes, tu vois, et de la reconnaissance et de la tristesse et de la colère et de la haine. Enfin, tu dois avoir toutes ces émotions-là et tous ces sentiments-là, que tu sois adopté ou pas adopté, ou que tu sois en France ou au Vietnam. Enfin, tu vois, genre, ça n'a rien à voir, je pense. Et je pense que c'est effectivement toxique, quelque part. Après, bon, ça, je l'ai ressenti beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, je considère que je suis un peu au-dessus de tout ça, et maintenant, j'ai un peu plus de recul pour pouvoir en parler. Ouais. Mais voilà, personnellement, je le ressens plus trop. Ouais. J'ai fait ma vie, etc. Mais c'est maintenant, voilà, que j'ai un peu plus de recul que je me permets de mettre les mots dessus. Voilà. Merci Marion. Tu es arrivée à Paris il y a quelques années. Ça fait 8 ans. Tu m'as dit tout à l'heure, ouais. Comment tu vis cette différence entre ta vie à Paris et ta vie ailleurs? Parce que tu habitais dans le sud de la France. Tu habites aussi maintenant... Enfin, tes parents habitent à l'étranger, en Crète. Donc, le regard est très différent, je pense, par rapport à... toi, géographiquement, quand tu te déplaces d'une ville à l'autre, comment tu vois ces choses-là? En fait, je sais pas trop parce que pendant toute cette période, je sortais pas beaucoup de chez moi. En fait, on était assez excentrés. On habitait une maison autour des vignes. On faisait tout en voiture. Donc voilà, j'ai jamais, à part le harcèlement scolaire, en fait, où c'était plutôt les enfants, mais je pense, voilà, j'étais vraiment la seule asiatique souvent dans ma classe. Le plus notable, c'est en Crète, où du coup, mes parents habitent dans une petite ville au bord de la mer, et là, pour le coup, voir une asiatique, c'est pas très commun, et je me fais très très vite repérer, on sait qui je suis. Pour les gens, en fait, voir un bébé, en fait, un petit bébé, en fait, ils font plus rapidement la connexion, même si le bébé ne ressemble pas aux parents, ils se disent « Ah d'accord, c'est sa fille », mais le bébé grandit. Et là, maintenant... Quand je me présente, en fait, les gens, je sens une sorte de stupeur, en fait, de me dire « Ah, c'est votre fille mais vraiment, mais comment ça ?» Moi, ça me gêne un peu parce que j'aime pas trop être mise en avant, etc. Et je me dis oui, que ce soit chez la boulangère, chez le traiteur, ils sont là « Ah bon, c'est votre fille ?» Chez le coiffeur. Mais bon, ils sont curieux. Maintenant que j'ai grandi... du coup, donc les gens ont du mal à m'associer avec mes parents. Et j'ai eu une remarque qui assez dérangeante parce que c'est une ville assez touristique. Et donc, en fait, souvent, par exemple, les serveurs, enfin, quand j'allais dans un bar avec mon père, ils pensaient que j'étais sa maîtresse, en fait. Et parce que pour eux, du coup, je pense qu'ils en voient pas mal. Ils disent « Ah oui, non, mais c'est assez courant de voir un vieux monsieur avec une belle jeune femme, etc. Puis une jolie asiatique, etc. » Je fais « Oui, non, mais c'est mon père. » « Comment ça, c'est votre père? Votre daddy ?» Je fais « Non, 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 c'est mon père !» Et en fait, ils sont là « non, on comprend pas. » Enfin, voilà. Et je dis « Non, mais je suis adoptée, etc. » Et voilà. Et donc ça, c'est un peu gênant aussi, mais bon... Mais ouais, je pense qu'il faut, oui, un peu normaliser le fait que, aujourd'hui,
il y a plein comment dire, Mhm. d'enfants adoptés et oui, ça peut surprendre, Mhm. dérouter parfois. Je pense qu'il faut développer l'empathie des deux côtés, en fait, Mhm. de se dire que oui, bah, effectivement, ils n'en voient pas et donc du coup, ça surprend et c'est OK. Et aussi de l'autre côté, en se disant oui, bon, bah voilà, aujourd'hui, et même ça a toujours existé, quoi, Mhm. d'avoir des familles qui sont pas forcément des mêmes origines, Oui, quoi. oui. À Paris aussi, genre, même si on pense que c'est assez un peu plus, voilà, Cosmopolite. j'en ai eu pas mal aussi. Voilà, Hmm. voilà, que ce soit pour le Covid d'ailleurs, qu'on m'aborde au supermarché et qu'on me dise à la caisse, ah bah ça va pas très fort chez vous, hein. Je fais comment ça chez moi? Chez moi où? Chez moi dans le 13e? Bah non, en Chine, vous êtes chinoise, hein. Je fais bah non, en fait, je suis vietnamienne. Ah oui, mais c'est à côté de la Chine. Je fais non, pas vraiment. Mais du coup, vous êtes bouddhiste? Je fais non, mais c'est bouddhiste. Genre, je fais j'en sais rien. Je suis adoptée. Et en fait, quand on dit tout de suite adopté, en fait, il y a un petit truc. J'ai l'impression que les gens, ils ont un peu du mal et ils sont là. Ah oui, d'accord. Hmm. Et je suis française. Je ne suis jamais allée. Enfin, si, j'ai fait un voyage en Chine, mais j'ai habité un peu en Chine, mais quand j'étais petite. Hmm. Mm. Moi, ça m'est arrivé à l'inverse. C'est-à-dire que je suis en Asie Mhm. et qu'il y a parfois, t'as des Français aussi qui sont en Asie et qui me voient et qui parlent de moi Mhm. en pensant que je ne parle pas français. Oui. Et donc, du coup, ils peuvent dire des choses sur moi. Et donc, du coup, moi, Mm. j'interviens. Je dis non, mais je parle français. Oui. Et ils me disent ah, mais vous parlez vous parlez vraiment bien pour une Asiatique. Oui. Et je dis mais en fait, madame, j'ai grandi en France. En fait, je suis Ah née en oui. France. Fait, ah oui, mais tu vois, et elle Mm. insiste quand même. Elle dit ouais, mais vous avez pas d'accent. Oui, mais parce qu'en fait, Oui, oui. Non, je quoi- comprends, c'est un peu classique. voilà. Nombre de fois où pendant l'été à Paris, on m'a abordé en pensant que j'étais aussi que je parlais chinois, etc. Oui, Bah, les oui, oui. touristes, Ouais, etc. c'est Genre ça, pour c'est me dire, ça. vous savez où est le château Oui. de Versailles? Je fais, bah, ou parce que du coup, je voyageais beaucoup en avion et bah, dans les aéroports. Voilà, nombre de fois où je suis tombée sur des touristes chinois qui, Ouais, qui ouais. m'ont qui m'ont un peu accroché parce qu'ils parlent pas forcément anglais. Oui, Et oui, oui. Et ils qui étaient voulait que là, tu les voilà. Et moi, aides. j'étais là, je suis désolée, je ne parle pas chinois. Ouais, ouais, ouais. Ta BD autobiographique que tu postes Mm. sur Instagram, est-ce que tu aimerais en faire un webtoon ou une BD Euh, illustrée en Bah, papier du coup, ça, c'est vraiment un projet que je fais à côté. Mes BD autobiographiques, en fait, c'est vraiment un format qui est spécifique pour Instagram. Voilà, j'ai décidé de faire ça pour Instagram, donc il y a quand même des contraintes. Donc c'est pas comme un webtoon, on le lit pas en scrollant, donc il Oui, y a une limite de 10 cases, oui. le format carré, Mm. donc c'est assez spécifique. Et j'avais pensé à le mettre, donc faire un webtoon, mais enfin, ça demanderait de l'éditer en fait pour le mettre en page verticalement. Ouais. Et en fait, si je le fais, bah, je me dirais que j'aimerais le faire pour un public plutôt international, donc le faire en anglais, en fait, le traduire. Sauf que pour ces BD-là, il y a des choses, il y a des souvenirs où il y a des phrases précises en français Que tu peux pas que traduire. je suis pas aussi, c'est pas que je suis pas très bonne en anglais, mais il y a des choses où je me dis j'aimerais vraiment les retranscrire telles quelles. Ouais, Ou en anglais, ce serait trop approximatif et j'ai ouais. besoin d'écrire exactement ce qui a été dit. Mm. Mais c'est vrai, je me suis dit, si jamais je le mets sur une plateforme en webtoon, ce serait mieux de le mettre en anglais pour toucher d'autres personnes. Tout à fait. Et pour la version papier, j'aimerais bien aussi. Je suis très fan des BD de Théo Grosjean, qui fait J'adore. L'homme le plus fait du monde. Mm. Et je trouve que c'est un bon exemple de BD qui ont commencé sur Instagram et Ouais, qui se tout à sont fait. finis en livre. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir l'Instagram de Marion. Donc, ton Instagram, c'est Marion Ngopha. Oui. Parce que les BD autobiographiques de Marion sont vraiment très touchantes, très sincères. Enfin, tu te lis vraiment à cœur ouvert, quoi. Moi, Mhm. je me rappelle quand le matin où on s'est appelé, Mhm. je les ai lus et j'étais hyper émue et tout. Ouais. Même quand je t'en parlais, j'étais encore émue. Mais oui, et puis voilà, ça permet de mettre en lumière la situation des enfants qui sont adoptés. Voilà, Mhm. voilà pour les gens, Après, voilà, c'est mon avis, je Oui, suis pas porte-parole. Et après, à pas chaque fois, du tout, je ouais. dis que mon avis est très subjectif. Ouais, ouais, Je ouais. sais que
même on le voit dans mon interview d'Origine TV, il y en a qui ont pas du tout ressenti les mêmes choses, enfin qui n'ont pas du tout vécu ce que je comprends, et j'en ai aussi qui, dans mon entourage, qui l'ont pas vécu comme ça. Mais du coup, enfin je le fais du coup pour moi aussi, c'est très thérapeutique et voilà. Mais je suis contente aussi que d'autres se soient reconnus. Mais non, ça aborde plein de sujets. Le sujet de l'adoption, le sujet d'être une femme racisée, le sujet aussi d'être parfois isolée. En fait, oui, effectivement, là, en ce moment, je me suis rendu compte que je parlais plus trop de l'adoption. Enfin, des fois, je me dis, les gens sont venus, se sont abonnés pour un tel sujet, mais au final, là, en ce moment, je parle beaucoup du racisme et du harcèlement scolaire. Mais au final, ça rejoint les mêmes points, en fait. Ça tourne autour d'un même sujet. Et j'aimerais parler d'autres choses, mais tout, en fait... Enfin, pour moi, dans ma tête, ça a un sens. Voilà, il y a une ligne directive. Voilà. T'as vraiment ton identité, ton empreinte, et c'est pour ça que les gens te suivent, et c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi te lire. Merci. Donc, merci pour ça, Marion. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu fais des petites oreilles de chat et des ailes noires pour ton personnage ? En fait, quand j'ai commencé cette BD, je savais que j'avais envie de chercher une identité propre. Donc voilà, que ce soit par l'utilisation d'une seule couleur, de petites caractéristiques. Et je voulais montrer ma différence par rapport aux autres enfants, mais je voulais pas le montrer genre avec une couleur, je suis jaune et eux ils sont blancs, etc. Et donc je me suis dit, ce serait mignon de faire des petites oreilles de chat, parce que je trouve ça mignon. Enfin oui, c'est bête, je trouvais juste ça mignon et facile à dessiner. Et des petites ailes noires, parce que j'aime bien aussi, moi, mon super pouvoir, je voulais voler. Je voulais avoir le pouvoir de l'air comme Aileen dans les Witch. Je voulais voler. Et voilà. Et du coup, voilà, des petites oreilles de chat, des ailes. Alors Instagram, c'est une super plateforme pour y exposer et partager son travail. Moi, j'étais pas forcément dans tout ce qui était BD, illustration, etc. Et j'ai découvert plein de talentueuses artistes, notamment Mélodie, qui est illustratrice et qui fait du coup tous les posts, les posts teasing de Bani Podcast, et qui a aussi recruté Candice, et qui a participé à un des posts teasing, et maintenant Isabelle aussi de manière récurrente, voilà. Et je trouve que c'est génial en fait pour voir la patte de l'artiste, le portfolio, etc. En quoi ça a changé pour les métiers comme le tien d'illustrateur, Instagram? Alors, du coup, c'est un sujet explosif chez nous les dessinateurs Instagram, parce que justement, au contraire, on aimerait trouver une autre plateforme qu'Instagram. Enfin, moi, de ce que j'ai de mes cercles d'amis, en fait, on trouve que Instagram, ça s'est beaucoup dégradé en fait pour nous par rapport à la visibilité, justement. Je te regarde, t'as l'air complètement... Mais parce que en fait, il y a un problème d'algorithme qui fait qu'on a une beaucoup moins bonne portée en fait qu'on avait même avant. Et en fait, je suis pas la meilleure pour expliquer, mais en fait, on touche beaucoup moins de personnes en fait par rapport à cet algorithme. Nos posts... Maintenant, quand on scrolle, en fait, le post ne reste qu'une heure et on peut plus voir ceux qui ont été postés avant, donc du coup, on disparaît assez vite. Il y a beaucoup moins de visibilité, donc ça empêche, par exemple, des petits artistes d'être visibles, en fait, et de grandir. Voilà, bref. Du coup, en ce moment, il y a une autre plateforme qui a été ouverte, qui s'appelle Artful, et on est tous à se dire, est-ce qu'on va migrer, est-ce que c'est le nouveau Instagram, etc. Pour moi, pour l'instant, ça bug beaucoup sur mon portable, mais par rapport à mon point de vue, je me dis, en fait, c'est bien d'avoir un réseau que pour les artistes, mais ceux qui nous suivent ne sont pas que artistes. Oui, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui ne dessinent pas, qui nous suivent, et eux, je pense pas qu'ils vont nous suivre sur une autre plateforme où en fait, ils pourront pas eux-mêmes en fait faire leur contenu. Comparé à d'autres plateformes, il y a quand même du coup beaucoup de monde sur Instagram, et ça aide à avoir des opportunités. Ça aide à toucher pas mal de monde. En fait, c'est la plateforme, je pense, où on peut toucher un public large, un public large en fait, parce que à l'époque, on était sur Tumblr, mais ça c'est fini. Tout le monde a migré sur Instagram. Facebook, c'est mort aussi. En fait, je réfléchis, mais pour vraiment avoir des retours, en fait, Instagram, c'est vraiment bien, en fait. Il n'y a pas d'autres plateformes
Actuellement, Actuellement, en fait, pas forcément super bien pour les artistes, mais qui peut mettre en contact plein de personnes, voilà, entre eux, en fait, c'est ça. Ouais. Avant, j'étais pas du tout sur Instagram avant de commencer l'année dernière, en fait. Mm. Et en fait, il y a des gens qui sont des amis à moi, qui ne sont nulle part ailleurs, enfin, qui sont sur Instagram et avec qui j'ai pu reprendre contact parce qu'ils sont sur Instagram et que je m'y suis mise moi. Donc au final, et de poster ces BD, en fait, j'ai réussi à reprendre contact avec plein de gens et au final à rencontrer d'autres personnes. Moi, je vois ça, Instagram, comme vraiment une plateforme de rencontre. Ouais. Que les gens connaissent mon podcast grâce à Instagram, Oui, voilà. surtout. Facebook un petit peu aussi, mais surtout Instagram. Et je reçois des retours, comme toi, sur Instagram, par des commentaires ou des DM. Je rencontre de nouveaux invités par Instagram aussi. Oui, voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Thérèse. Ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Amanda et Mélanie, etc. Enfin, il y a plein de gens que j'ai rencontrés grâce à Instagram. Donc, en fait, c'est comme tout. Il faut savoir prendre la bonne partie d'Instagram et de laisser le côté un peu toxique et de monitorer un peu. Voilà. De toute façon, c'est un peu vie, comme ça. Il y a des bons et des mauvais côtés. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et je suis très contente de t'avoir découvert sur Instagram, Marion. Merci beaucoup. Moi aussi. Marion, est-ce que tu as des comptes Instagram qui t'inspirent et que tu recommandes ? Oui, alors il y a... Donc c'est une storyboardeuse américaine, donc d'origine... donc elle est américaine-chinoise, qui s'appelle Michelle Lam, qui est aussi assistante réalisatrice dans le studio Tonko House, qui fait aussi des petites BD sur sa vie, donc qui parle aussi de racisme et de plein d'autres choses. Et c'est elle qui m'a notamment beaucoup inspirée pour faire mes BD, qui fait aussi une chaîne YouTube pour donner des conseils par rapport au dessin, etc. J'ai aussi mon amie Yasol Kim, qui fait des BD sous le nom de Yeye Comics, qui s'est lancée aussi dans des BD autobiographiques sur son ressenti de TCK, de Third Culture Kid, les gens de la troisième génération, les enfants de la troisième génération. Et d'ailleurs, ça me fait très plaisir quand les gens en fait m'envoient des messages pour me dire que mes BD les ont inspirés pour eux-mêmes raconter leur histoire. Ce qui a été son cas à elle. Donc j'étais très, très heureuse quand elle s'est lancée. Voilà. Valentine Zhang, qui est une amie aussi à moi, qui est donc française d'origine chinoise, qui est réalisatrice et qui est en train de travailler sur son film de fin d'année à la Poudrière, que j'encourage énormément, qui va être super et qui parle, qui est très militante aussi sur ces sujets-là, avec un travail de représentation et de diversité de fou, un diamant brut. Merci. Et c'est vrai qu'on s'inspire les uns des autres, voilà. de compte Insta à compte Insta, pour aussi pouvoir nous-mêmes déposer ces mots et puis inspirer aussi d'autres personnes qui nous voient faire des choses. Donc non, c'est hyper riche. Et c'est bien qu'Instagram existe du coup pour ça. Oui, ça, je pense qu'il y a une vague d'expression en ce moment sur ces sujets-là, sur le racisme notamment. Qu'il n'y avait pas autant avant, mais je pense que faire ces BD, ça permet de mieux faire passer le message, et on me l'a dit, que verbalement c'était un peu plus compliqué, mais que par le dessin, il y avait plus de facilité. Enfin, je l'avais dit déjà dans l'épisode 11 avec les filles, Tuan et Shigeki pour Origine TV, que tes dessins aussi sont d'utilité publique, Marion. Oui. Yes. Parce que oui, tu vois, genre avoir ces bandes dessinées à l'école ou même au-delà de l'école, c'est important pour visibiliser les choses sur lesquelles on met pas de mots. Oui. Parce que les gens ne se rendaient vraiment pas compte, en fait. Tout à fait. Mais même des gens, en fait, de mon entourage proche sont venus et ont été très très gentils, ils sont venus vers moi. Des gens à qui je parlais pas forcément, par exemple, en classe, qui m'ont dit, écoute, je pouvais pas juste réagir avec des petites réactions à tes stories, et je pense que je voulais m'excuser si jamais il s'est passé des moments où on a pu dire telle ou telle chose. C'est bien aussi quand les gens viennent s'excuser, et ça m'a énormément touchée. Certaines personnes ne le vivent pas, bon, c'est vrai, c'est normal, mais ça a été pour moi une réalité, et je suis contente que les gens aussi acceptent. Après, je tourne dans des cercles assez ouverts. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit tout ça c'est dans ta tête, qu'est-ce que tu racontes,
Enfin, voilà. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens admettent que ça existe et que aussi admettent que ça puisse nous toucher, parce que pour eux, en fait, ils vont se dire ah mais non, mais tu exagères. Enfin, ça va être anodin, mais comme c'est une accumulation de choses qui se sont passées tout au long de notre vie, en fait, ça, voilà. Voilà, des fois, il faut pas que je lise des conversations Facebook, hein, parce que sinon, ça va mettre hors de moi. Mais voilà, les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais je pense que ça passe par l'éducation aussi. Et l'empathie. Bah, ça développe beaucoup l'empathie. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as des retours de gens que tu connais d'avant ou que tu connais pas tout simplement et qui te disent merci pour ce que tu fais. Oui. Donc merci Marion. Merci. Banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Marion ? Alors en fait, je connaissais pas du tout avant pas si longtemps. J'ai commencé mon premier boulot donc à Gaumont et j'étais dans le 17e, près de la Fourche. Et c'est là que, dans ma quête de petits restaurants, de petits trucs à manger, je suis tombée sur un banh mi là, dans le 17e, qui fait des banh mi. Ouais. Voilà. Donc c'est un traiteur vietnamien qui fait des petits banh mi à emporter, et je connaissais pas du tout, et je m'étais dit oh bah ça a l'air cool, et c'est là que j'ai découvert, et aussi d'autres des desserts etc. Typiques vietnamiens, et c'est là que j'ai commencé à en manger. Est-ce que tu as un plat qui représente un peu ta famille, tu sais, un peu une espèce de comfort food que tu retrouves, ou que tu sais que tes parents vont cuisiner, ou qu'ils aiment bien et que toi t'aimes bien aussi? Ma mère adore me faire du porc au paprika. Du porc au paprika ? Voilà. D'accord. Mais sinon, après, ça c'est pour ma famille, mais en comfort food, j'adore aller rue Sainte-Anne, à Pyramide Opéra, pour manger dans les petits restos japonais. Qu'est-ce que tu manges là-bas ? Le curry, j'adore le curry japonais. D'accord. Le porc pané, etc. J'en rêve. J'aimerais y retourner quand ce sera ouvert. Mais j'aime beaucoup le katsudon aussi, mais c'est un peu lourd. Je préfère le curry. C'est quoi ? Le katsudon ? Ouais. C'est du porc pané aussi, avec du riz, un peu d'omelette dessus, etc. Donc voilà. Le curry. Les pains au curry aussi, qu'on trouve chez Aki. Boulanger, j'adore. Les pains au curry. Toutes les pâtisseries aussi. De Aki. Ouais, Aki, très très bon. Les dumplings. Et les brioches aux haricots rouges. Est-ce que tu as une dernière découverte que tu as faite qui est en lien avec l'Asie et dont tu voudrais parler, partager aux auditeurs et aux auditrices, que ce soit une musique, un film, un manga, ou bien tout ce que tu veux, quoi? Il y a une artiste dont j'aimerais parler, une mangaka japonaise, Kabi Nagata, qui est aussi une grande inspiration, qui fait en fait sa thérapie en autofiction. Donc elle parle de sa vie, en fait, de sa solitude et de sa dépression. Elle a fait 2 mangas qui sont sortis chez Pika Édition, Solitude d'un autre genre et Journal de ma solitude. Dans son premier livre, en fait, elle parle donc c'est une trentenaire, et donc de sa solitude et de son expérience avec une prostituée lesbienne. Et c'est très très fort comme récit, vraiment. Et le second livre parle des conséquences de la sortie de son premier livre sur sa famille, qui a découvert tout ça. Ah, d'accord. Et vraiment de sa dépression, de sa solitude. Et en fait, ça touche vraiment des sujets très très forts, en fait, je pense assez universels sur la solitude, justement, qui m'ont touchée. Elle parle sans filtre, etc. C'est très très beau. Voilà, elle parle de sa dépression, du fait qu'elle est devenue alcoolique, qu'elle faisait pipi au lit, que du coup elle allait dans un hôpital psychiatrique. Mais tout ça d'une manière très, très sincère. Et des fois, je me dis, elle a parlé de tout ça, moi aussi je peux parler, en fait. Enfin, ça me fait pas peur, en fait, de me dire, j'ai envie de partager tout ça. Et pas une seule seconde, en fait, je me disais en la lisant, ah là là, oh là là, tout ce qu'elle dit, c'est choquant, etc. En fait, j'avais beaucoup d'empathie pour elle. Et je me retrouvais, justement, je me suis dit, je peux avoir de l'empathie pour elle. Je pense que d'autres peuvent en avoir aussi pour moi en me lisant. Des fois, on me dit, mais tu te rends compte de tout ce que tu dis quand même des choses assez, assez fortes. Et je fais, je m'en rends pas compte, en vrai, moi, ça me dérange pas. Après, je me dis toujours, peut-être qu'il y aura un retour de bâton un jour. Voilà, peut-être qu'il y aura des gens mal intentionnés qui vont s'abattre sur toi, mais pour l'instant, j'y pense pas. J'en ai besoin, en fait,
de parler de tout ça. D'être le plus sincère avec toi-même. Voilà. Merci Marion. Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais finir cet épisode ? Eh bien, du coup, en ce moment, j'écoute une chanteuse pop japonaise des années 80-90 qui s'appelle Henry. Voilà, donc Shyness Boy, Driving My Love, I Can't Stop the Loneliness. Je pense que je vais prendre Driving My Love. Driving My Love, voilà. De Henry. Voilà, c'est ça. Merci Marion. Merci beaucoup pour ce moment où j'étais souvent sur le fil de l'émotion. Tu as pu le remarquer. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup comment tu retranscris les choses. Je trouve déjà que tes illustrations sont très belles. Merci. Et que ton histoire est très touchante et très sincère et authentique. Et j'invite vraiment les gens à découvrir ce que tu fais parce que tu te livres vraiment tel que tu es. Et cet épisode le prouve encore plus avec l'échange qu'on a ensemble. Donc je te remercie pour toute cette générosité. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.